sur la question du plurilinguisme en Afrique avec 3 communications. Nous écouterons successivement donc Ousmane Diao qui est donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis Abdou Fall de l'université Hassan Sek et enfin Kofi Agbefle, coordinateur de l'ACAREF, l'Académie africaine de recherche et d'études francophones. Voilà, donc je passe la parole à Ousmane Diao qui va nous présenter une communication sur les politiques et les pratiques linguistiques familiales, cas d'une famille mixte à Dakar. Bon, c'est bon là, vous m'entendez? Voilà, merci à Madame modérateur pour ne pas féminiser. Alors, ma communication, avant de parler de ma communication, je pense que je vais me présenter, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, je suis Ousmane Diao, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis spécialisé en linguistique française, plus précisément en sémantique lexicale. Donc, lexicologue comme si notre collègue Mariama, elle comprend bien la discussion. Alors, donc, ma communication de ce matin est intitulée « Politique et pratiques linguistiques familiales, le cas d'une famille mixte à Dakar ». Alors, donc, par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, je pense que je déplace un tout petit peu le débat sur le plurilinguisme, parce que jusque-là, il a été, disons, question de plurilinguisme à l'école. Et ce qu'on oublie, je pense que quand on parle de transmission, c'est d'abord la famille. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'en Afrique, disons chez nous, on considère l'école comme une seconde famille. Donc, moi, je parlerai du plurilinguisme dans la première famille, c'est-à-dire la famille biologique. Alors, politique et pratique linguistique familiale, donc, vous comprendrez pourquoi ce choix. Alors, l'autre motivation, c'est que aussi, si nous voulons vraiment analyser le plurilinguisme dans un contexte africain, il est important de se baser des pratiques aussi, c'est-à-dire de prendre en compte ce qui se passe réellement, et c'est là qu'à partir de là aussi, on verra, disons, ce que pensent les politiques, et cette conjugaison nous permettra justement de nous projeter dans l'avenir, donc si nous voulons vraiment arriver, comme l'a dit ce matin M. Christian Tremblay, à un plurilinguisme harmonieux, voilà, donc au bénéfice de tout le monde. Alors, donc, il est question de plurilinguisme, il est question de politique linguistique, il est également question de pratique linguistique, mais, je dis non à l'école, mais à la maison. Alors, à Dakar, pourquoi à Dakar aussi? Parce qu'on est en contexte africain, et si nous voulons aussi avoir une idée du plurilinguisme en Afrique, je pense qu'il est important aussi de choisir des cadres d'études comme Dakar qui symbolisent les grandes villes africaines. Parce que c'est là qu'il y a effectivement plus de rencontres, plus de brassage entre les populations, donc entre les ethnies. Voilà. Alors pour ce faire, je vous propose donc un plan, 4 parties. Nous allons très rapidement essayer de voir donc, le contexte et la justification donc, de cette problématique-là, sujet. Et ensuite, nous allons dégager ensemble cette problématique autour de laquelle nous allons discuter. Nous allons inviter par la suite un certain nombre de cas théoriques et méthodologiques, comme on le dit. Aucune étude scientifique ne peut être évaluée, donc si elle n'est pas adossée donc, à un cadre théorique bien déterminé, ou si elle n'utilise pas des méthodes qu'on pourrait penser plus ou moins scientifiques, donc pour arriver enfin à des résultats. Donc, voilà. Alors par rapport au contexte et à la justification, je dis, donc cette étude est une contribution justement sur les dynamiques linguistiques en Afrique, comme je dis. Elle porte sur la transmission linguistique familiale en milieu urbain et dans un contexte multilingue. Alors, donc le cadre d'étude, comme je l'ai tantôt dit, c'est Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Hein, comme on dit, Buntu Afrique, c'est l'entrée, d'accord, en Afrique. Voilà, donc c'est on peut dire la position géostratégique donc, de la capitale sénégalaise en Afrique. Donc, capitale du Sénégal,
où cohabitent plus d'une vingtaine de langues locales avec quelques langues étrangères, notamment le français, qui constitue la seule, j'ai bien dit, la seule langue officielle du pays. Il est important parce que généralement, quand on parle de plurilinguisme, on a tendance à faire aussi une division entre langue locale d'une part et langue étrangère d'une part. Et moi, je pense que si effectivement nous parlons dans un contexte global, il faut les mettre ensemble. Non seulement voir quel est le rapport entre les langues nationales et les langues étrangères, et de l'autre côté, voir aussi le rapport interne qui pourrait y avoir entre les langues locales, d'une part, mais d'autre part aussi, les langues étrangères entre elles. Parce que ce n'est pas parce que le français, c'est la langue officielle du Sénégal qu'aujourd'hui, si on parle de menaces entre guillemets, ce n'est pas que les langues locales menaceraient le français, mais il y a d'autres langues étrangères, d'accord, qui sont en train de concurrencer sur le même territoire, donc la langue française. On a par exemple l'anglais qu'on peut citer un exemple, et surtout l'arabe, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je disais en effet la politique linguistique sénégalaise, donc une politique linguistique bilingue, français, langue locale. Alors, bon, depuis ce matin, on en parle, je ne vais pas beaucoup perdre de temps sur cette question-là. Alors, Dakar aussi, je disais que c'est le symbole, ça pourrait symboliser les villes africaines, hein, dans la mesure où toutes les villes africaines, on dit, sont des carrefours de rencontres de populations, et cela illustrait bien, justement, le contexte linguistique fort varié, d'accord, qui les caractérisait. Alors, donc, cette citation-là, donc, nous l'avons tout simplement extrait du français, la langue française dans le monde, tout simplement. Je parle de manière générale parce que j'ai fait partie de cette équipe Translanga qui a travaillé justement sur la langue française dans le monde, donc, qui est publié en 2019. Donc, j'ai représenté avec le professeur Modou Ndiaye l'équipe du Sénégal. Alors, donc, pour en venir très rapidement à la problématique maintenant, l'étude pose le problème de la politique linguistique. On a dit, politique linguistique définie comme Calvé, comme la politique linguistique comme, je disais, je ne vois pas clairement là ce que j'écris, voilà, considère la politique linguistique comme l'ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale. Donc ça, c'est juste une référence, mais je ne voudrais pas entrer dans les grands débats autour de politique linguistique, d'aménagement linguistique, planification, mais il faut prendre ce terme-là justement au sens littéral même entre politique et linguistique, on verra pourquoi. Alors, mais la particularité ici, c'est que l'on se situe dans un cadre familier, d'accord, qui constitue le premier lieu essentiel de transmission des langues, hein, donc je veux dire la famille. Voilà. Donc, il s'agit donc de la question de la politique linguistique et des pratiques en contexte multilingue. Alors, l'autre particularité aussi qu'il faut ajouter à ce sujet-là, c'est que la famille qui est choisie est une famille mixte, dans le sens où le père de famille et la mère de famille n'appartiennent pas donc à la même ethnie. Et dans un autre contexte également, qui est celui où, vous savez, le Sénégal, si on parlait aujourd'hui de langue véhiculaire, la première langue véhiculaire au Sénégal, c'est le Wolof. Autrement dit, dans les grandes villes et même dans les villes secondaires, la langue véhiculaire, c'est le Wolof. Alors, dans un contexte où effectivement la langue véhiculaire est le Wolof, quelle politique, quelle transmission, quelle politique linguistique prévisible pour un enfant qui a des parents qui appartiennent à des langues différentes et qui sont autres que le français. Donc c'est un peu l'autre originalité que je trouve dans ce texte. Donc je suis à Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Je travaille sur la transmission familiale. Une famille bien choisie parce que les parents n'appartiennent pas
à à l'ethnie Wolof. L'un est Peul, c'est-à-dire le père de famille, et la mère de famille est Sérère. Donc, dans cette situation-là, dans ce contexte, quelle transmission prévisible? Alors, donc, comme je le disais tantôt, j'ai essayé de rappeler quand même le cadre théorique de l'étude, qui n'est rien d'autre que la politique linguistique, je dis au sens littéral du terme, hein, et que l'autre, disons, notion auquel on pourrait penser, c'est aussi la sociolinguistique urbaine, comme on est dans les grands centres urbains, comme on est à Dakar avec voilà, toute la théorie que vous allez voir tout à l'heure. Donc, situation sociolinguistique de Dakar, pour bien comprendre effectivement aussi ce qui va se passer, disons, du point de vue des pratiques, hein, il faut avoir une idée générale donc, de l'environnement langagier de cette ville-là. Alors, par rapport à la méthode, comme c'est le cas théorique méthodologique, on a un questionnaire qui a été élaboré et une observation suivie d'un entretien semi-directif. Donc, c'est ce que j'ai essayé de développer dans cette troisième partie, donc intitulée cadre théorique et méthodologique. Je reviens d'abord sur ce que l'on pourrait appeler politique linguistique. Je disais que sans considération, disons, de débat, hein, parce qu'autour des politiques linguistiques, il y a beaucoup de discussions, hein, entre des expressions qui pourraient être synonymes. Certains pensent que l'aménagement, c'est la même chose que la politique linguistique. D'autres pensent que la planification linguistique, c'est la même chose, et ainsi de suite. Mais il faut tout simplement retenir cette expression-là au sens littéral du terme, qui veut dire tout simplement qu'on parle de politique. De politique, même si on est à la maison, il y a une certaine idéologie, le plus souvent du père de famille, qu'il a tendance à faire passer donc, dans l'éducation de ses enfants, dans la transmission donc, des langues. Voilà. Donc, alors, linguistique maintenant, c'est tout ce qui est en rapport avec la langue. Donc, je vois qu'on ne va pas trop dans les débats d'école. Voilà. Par rapport maintenant à la sociologie sociolinguistique urbaine, la sociolinguistique urbaine, je dis, qu'on pourrait définir comme la problématique, disons, c'est défini par la problématique de la pratique socio-langagière en rapport avec l'urbanité, donc qui est caractérisée par une certaine mobilité spatiale, excusez-moi. Alors, de ce point de vue, les centres urbains étant des lieux de contact et de brassage, d'accord, la résistance dépend effectivement du contexte socio-linguistique. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à choisir cette ville-là. Alors, donc, si elle peut être définie comme, disons, un facteur d'unification linguistique, mais d'autre part, c'est le lieu également de conflit. Et je pense que l'idéal, c'est qu'elle soit un lieu de coexistence et de métissage linguistique. Je pense que c'est en cela qu'on s'inscrit parfaitement dans la thématique du colloque. Alors, donc pour parler très rapidement du cadre général de la recherche, c'est-à-dire Dakar donc, et le Sénégal, donc vous avez quelques données donc, qui renvoient au Sénégal, mais aussi à la capitale Dakar. Alors, le Sénégal est un carrefour géographique et humain où coexistent donc, et interfèrent trois civilisations, une négro-africaine, une arabo-musulmane et une occidentale. Alors, je disais tout à l'heure que quand on parle de plurilinguisme, on a généralement, bon, le plus souvent, on pense d'une part les langues locales et d'autre part le français. Et ce que l'on oublie, c'est que le Sénégal n'est pas, il n'y a pas seulement le français comme langue qu'on pourrait caractériser langue étrangère, il y a donc l'arabe qui est là bien avant, et si l'on considère aussi ces dernières années, disons, la percée des écoles franco-arabes. Ouais. Donc ça, c'est une donnée, je pense, qu'il faut introduire en analysant le contexte sociolinguistique sénégalais, donc de manière générale. Donc, il y a d'une part les langues locales entre elles, où le Wolof est la première langue véhiculaire. Ensuite, il y a d'autres. Il y a le Sérère. Je vais trop vite là. D'accord, je vais accélérer. 2 minutes.
Bon, mettons 4, très rapidement. Donc le Wolof, le Serer et le Pulaar, qui sont les principales langues. Okay. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi cette famille où les membres de la famille, en plus donc du Wolof, sont soit Serer ou bien Peul. Voilà, donc par rapport à la méthodologie, je vais passer très rapidement. Je disais que c'est sur la base d'un questionnaire. Et ce questionnaire-là aussi, c'est le questionnaire que nous avons emprunté à Translanga, qui nous a servi effectivement à faire cette étude-là, qui était, disons, commandée par qui est un projet justement de l'AUF. Voilà. Donc, on n'a fait que réadapter. Voilà. Donc, j'avais un peu, disons, j'ai voulu projeter pour voir un peu les questions, parce que c'est important, les questions qu'on a posées, donc vers les résultats que nous voulons obtenir. Alors, par rapport à l'entretien aussi, il y a d'abord l'identification, j'en ai beaucoup parlé, de la famille, et ensuite une grille d'observation qui a été élaborée, donc tout cela donc, pour aller vers des objectifs déterminés. Alors, très rapidement, par rapport aux résultats, comme il me reste 10 minutes, je pense qu'une minute, très rapidement, je pourrais présenter. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que dans ce cadre familial-là, il est important parce que, pour moi, ça doit être le point de départ, avant même d'aller à l'école. Parce que l'enfant qu'on va enseigner a une histoire, il a une famille, il a une langue. Donc, il faut connaître un peu l'environnement linguistique dans lequel il baigne pour pouvoir ensuite voir les dispositions qu'il faut prendre à l'école et enfin, disons, évaluer comme ce sont des étages. Alors, du point de vue politique, alors, la langue de la famille est le Pulaar. Pourquoi? Parce que le père de famille, il est Peul, et son idéologie linguistique, c'est que l'enfant, c'est la figure d'ailleurs dans le questionnaire, la dernière question du questionnaire, c'est pour le père de famille, quelle langue voudriez-vous que votre enfant, comment dirais-je, apprenne? Et c'est l'inverse aussi. On a dit à l'enfant, quelle langue voudriez-vous à ce que votre enfant apprenne quand il sera adulte? Alors, le français, c'est la langue de scolarisation, donc elle est exclue donc, du cercle familial. C'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Babacar Faye. Ça, c'est du point de vue politique. On a d'une part ouais, donc, la politique du chef de famille lui-même, ce qu'il veut, et de l'autre côté, ce que l'État voudrait. Alors, dans la pratique maintenant, c'est que le Wolof, qui est la première langue, je dis véhiculaire, on constate que même dans ce cercle restreint-là, elle demeure donc la langue véhiculaire. Le Pulaar arrive en deuxième, en deuxième position, c'est-à-dire que c'est une langue véhiculaire, mais dans les questions, on a vu que pour ce qui concerne certains sujets entre l'enfant et le père de famille, l'enfant a tendance donc à réagir en Wolof. Voilà. Alors le Serer, qui est la langue de la mère, est complètement absente de la communication. Oui, parce que c'est cela, hein, qu'on n'a pas le temps de développer un peu comment ça se passe entre nous, Sénégalais. Alors, le français, langue de la scolarisation, absente aussi dans la communication au niveau du cercle familial. Parce que cette famille a été choisie. Je n'ai pas choisi une famille, disons, de première catégorie. Non, d'accord, il fallait prendre la moyenne, d'accord, et qui représente justement le pourcentage le plus élevé. Alors, dans cette situation, il serait intéressant de déterminer le profil linguistique des enfants de cette famille-là. Parce que tout simplement, on pourrait se poser la question à savoir quelle identité culturelle pour les enfants. Je vous remercie. Je pense que je vous dois une minute. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Diao. Donc, il est prévu... il y a une question, mais il est prévu que les questions soient posées plutôt après avoir écouté l'ensemble des intervenants pour ne pas trop grignoter sur la pause repas. Donc nous allons à présent écouter Abdou Fall qui va nous parler de plurilinguisme, variabilité d'espace et diversité culturelle. Bonjour tout le monde. Moi c'est Abdou Fall, je suis doctorant en sciences du langage et didactique des langues à l'université Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal, sous la direction des professeurs Pierre Pratt et Madame Ndiémé-Sow. Donc, ma communication va porter sur le plurilinguisme
variabilité d'espace et diversité culturelle. Et donc, comme plan de présentation, j'ai une petite introduction, la présentation de la Casamance, qui se trouve être le terrain d'étude. En premier lieu, on va voir le lien entre parler et origine du locuteur, la langue et espace d'origine du locuteur, les variations langagières ou bien la variation langagière et la frontière linguistique. Il y aura aussi un point dédié aux marqueurs identitaires comme frontière linguistique, l'espace d'origine du locuteur égale espace de la langue. Et en dernier lieu, on va voir ce qu'on appelle ici les pratiques langagières et l'interculturalité linguistique. Donc, en introduction, il y a une question fondamentale qu'on s'est posée. C'est de savoir si la langue est-elle égale à la culture. Le plurilinguisme des locuteurs en Casamance est un fait naturel et spontané. En effet, la Casamance est une zone, quand même, du Sénégal, qui est multilingue, avec la pluralité linguistique et la pluralité des ethnies qui sont présentes là-bas. C'est ce qui fait que le plurilinguisme est un phénomène spontané et tout à fait naturel. Donc la question du plurilinguisme avec la variabilité d'espace nécessite d'accorder une importance au répertoire langagier des locuteurs en contexte migratoire, à leur biographie langagière, ainsi qu'à leur capacité d'adaptation selon les situations de communication. Donc, on s'est référé aussi à des études de Durandi et Godwin en 1992 dans leurs études sur la variabilité d'espace et rapport et l'usage des langues. On s'est référé également sur les études portant sur le plurilinguisme avec notamment Caroline Zurillard en 2005, Ndiémé Sow, entre autres, et Zansima Dubek Diatta. Donc la présentation de la Casamance consiste à dire que c'est une zone frontalière avec 3 zones des pays que sont la Gambie, les 2 Guinées, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Elle compte 3 régions administratives, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, une population globale de 2 780 050 habitants, avec 40% à Kolda, 33% à Ziguinchor et 27% à Sédhiou. C'est une zone multilingue avec une présence de plusieurs groupes ethniques, culturels, etc. Elle est marquée par une mobilité avec différents types de mouvements, exodes, avec des raisons commerciales, avec les gens qui viennent du nord du pays, etc. La région abrite aussi une université qui accueille des personnes qui viennent de divers horizons. Par rapport au lien entre parler et origine du locuteur, nous pouvons dire que le plurilinguisme est un fait qui renseigne sur le lien qui existe entre le langage ou le parler de façon générale et l'origine du locuteur. La langue d'origine du locuteur se transmet ainsi dans un contexte comme celui de la Casamance avec un certain nombre de considérations relevant de faits culturels et communautaires. Parler la langue d'origine et la transmettre, maintenir le lien communautaire et familial, parler une quelconque langue permet d'être intégré à la société d'accueil et garantit un meilleur avenir économique si on se réfère à Denauer 2001. Donc, le lien entre parler et origine du locuteur. Bon nombre de locuteurs se sont illustrés à travers un type de parler qui joue un rôle déterminant par rapport à l'appartenance, qu'elle soit culturelle, linguistique, religieuse, entre autres. Les popularités, les pluralités linguistiques, culturelles et ethniques ne sont pas sans conséquence sur les pratiques langagières.
La pluralité linguistique notée dans ce contexte favorise ainsi un certain pratique langagière et montre à suffisance l'intensité des contacts des langues. Ce qui marque le plus le lien entre l'origine du locuteur dans ce contexte plurilingue, c'est la présence de certaines variables dans les interactions. Chaque variable dans ce contexte a la particularité de renvoyer à un élément ou à un fait social que le locuteur revendique. Les populations qui sont en situation de mobilité s'identifient au langage, et c'est le cas de ces jeunes qui sont majoritairement des étudiants. Donc la dimension phonologique est aussi un élément fondamental. Les accents, les prononciations comme le font les Baol qui sont une communauté vivant en Casamance. La notion d'espace est alors prise dans son sens large, même s'il peut avoir parfois une certaine spécificité par rapport à l'objet d'étude. Le lien révèle aussi bien que les autres aspects sociolinguistiques, la dimension culturelle et identitaire. Il permet aussi de comprendre la représentativité de l'espace dans les pratiques langagières et l'usage qu'en font les locuteurs autochtones. En ce sens que dans ce contexte, des langues se présentent sous une forme de territorialisation, même s'il y a un relativisme à faire par rapport à cela. Les rapports qu'entretiennent la langue et l'espace d'origine ont des relents culturels, comme par exemple les normes identitaires. Des variations langagières qui sont imputables aux variations de l'espace. Ça veut dire que, comme l'avait dit, je pense, Mme Sohou, avec par exemple l'exemple du Diola, le Diola, c'est par exemple une langue qui est parlée par plusieurs communautés. Mais c'est en fonction des territoires qu'il y a des variantes. Et par exemple, le nom de chaque variante peut renvoyer ou bien renvoie à ce territoire. Par exemple, si on parle du Diola, le Boulouf, ça renvoie à une variante et à un territoire. De même que pour le Kassa, etc. Donc l'espace d'origine est un facteur d'intégration et en même temps un facteur d'exclusion dans un contexte de mobilité. Parce que rappelons que dans notre contexte d'études, il y a des étudiants qui viennent de divers horizons. Il y a les commerçants qui viennent par exemple du nord du pays, que j'ai nommé tout à l'heure, Baol. Il y a aussi les étrangers qui veulent venir par exemple de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, ou bien qui sont tout simplement des étudiants. Donc les formes de sollicitation des locuteurs sont une sorte de questionnement par rapport à l'origine même de son vis-à-vis. Les premiers éléments de langage pour entrer en communication ou pour intégrer ou pour interagir entre eux montrent combien l'espace d'origine du locuteur est déterminant. Et troisièmement, la variation langagière et la frontière linguistique. La variation langagière est imputable à l'espace, donc à la frontière physique, d'où la territorialisation des langues par rapport au contexte. Elle est manifeste dans le contexte plurilingue car elle peut renseigner sur l'espace géographique de la langue et constitue une frontière linguistique. La frontière linguistique implique ici nécessairement la dimension culturelle, la phonologie, ainsi que toute autre variable qui participe à sa manifestation dans les pratiques langagières. La frontière linguistique est souvent liée à la frontière géographique. Selon le type de locuteur, la conception de la variation langagière et la frontière linguistique diffèrent. Pour les autochtones, elle dépend de la frontière physique et spécifique dans la manifestation des marqueurs identitaires. Pour les étrangers, elle est égale à une limite pour ceux qui parlent d'autres langues ou qui pratiquent une langue comme le français, dont l'emploi est relativement limité. Dans ce contexte, bien sûr, par rapport à leur interlocuteur. Pour les autres locuteurs, ça veut dire, par exemple, les Sénégalais
qui viennent du nord du pays et qui vivent en Casamance, ou bien en tout cas qui sont là-bas pour diverses raisons. L'identification du groupe symbolise dans une certaine mesure le territoire où la langue est localisée. La manifestation des éléments phonologiques. Ça veut dire que par le biais de la manifestation, par exemple, des éléments phonologiques lors des interactions avec, par exemple, les accents ou bien la prononciation, les autres locuteurs peuvent s'identifier. Par exemple, si je donne le cas d'étudiants mourides ou bien en fait qui appartiennent à une communauté religieuse, ils ont cette capacité-là de s'identifier par rapport à un type de langage ou bien à un accent, etc. Donc, à travers les pratiques linguistiques de façon délibérée ou non, les locuteurs manifestent leur appartenance à un groupe, ce qui fait en conséquence la langue comme un marqueur identitaire si on se réfère à Costa. Donc, l'aspect le plus prégnant est que la langue est considérée par tout le monde comme l'élément central de la culture. D'où notre question de départ. La perte de la qualité d'une langue locale est assimilée à un manque de culture et à un non-respect des normes sociales. La différence sur certaines réalités socioculturelles caractérise aussi la frontière linguistique. Les locuteurs qui sont originaires du Nord, comme le Baol, créent des affinités autour des éléments linguistiques. La pratique des langues dans le contexte de mobilité est assimilable à la transmission de la culture selon les locuteurs. Ça veut dire que dans notre démarche, on a observé certes les locuteurs, on a fait des entretiens, mais aussi on a utilisé des questionnaires pour comprendre exactement ce que veut dire marqueur identitaire et frontière linguistique. Et c'est en fonction de cela qu'on a pu établir cela. Ainsi, tout élément culturel peut jouer le rôle de frontière linguistique. Il lie, par exemple, le locuteur, il lie la culture et l'identité qui permet à l'individu de se distinguer des autres ainsi, car c'est par la transmission de la culture que l'identité de l'autre peut se construire, d'après Marty. Donc, différents types d'identités apparaissent dans ce contexte plurilingue, comme les identités personnelles et les identités de groupe. Donc, l'identité personnelle ici est définie par Marty comme l'ensemble, comme un ensemble organisé des sentiments, des représentations, des expériences et des projets d'avenir se rapportant à soi. Quant à l'identité sociale, elle renseigne sur les attributs catégoriels et statutaires qui se diffèrent à des catégories sociales où se rangent les individus. La dimension religieuse du mot que revêt un parler aussi est à intégrer. Un parler peut renvoyer à une communauté religieuse et en même temps à une culture. Ok. Donc, par rapport à l'espace d'origine du locuteur, compte tenu de la symbolique que véhicule l'idée d'espace d'origine, les locuteurs font le lien entre ces deux. Pour certains, ces deux aspects sont inextricables, l'un peut renvoyer à l'autre. La notion de territorialisation des langues est à relativiser en ce sens que les langues ne se localisent pas seulement à l'espace qui lui est dédié. L'espace d'origine du locuteur ne saurait être considéré comme celui de la langue de façon stricte. La configuration sociolinguistique de la Casamance montre que les langues connaissent une expansion, c'est le cas du Wolof. L'espace de la langue est celui des locuteurs qui la pratiquent. L'espace d'origine du locuteur est certes un marqueur identitaire, tout comme la variante de langue. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est la dimension culturelle de l'espace véhiculé par la langue. Les positions des locuteurs sont diverses en fonction du parcours, de l'environnement social, etc. L'importance donc de l'espace d'origine varie en fonction des locuteurs, le niveau d'études par exemple, l'impact de la mobilité sur l'acquisition des langues et cultures, etc. Donc les pratiques impliquent aussi la catégorisation et le processus d'intégration des locuteurs et les étrangers en particulier. Dans ce contexte, la pluralité linguistique va de pair avec la pluralité culturelle, ethnique, etc. La diversité culturelle se manifeste dans les interactions
et l'attachement des locuteurs à la culture jouent un grand rôle. Quelques rares cas se présentent allant dans le sens de ne pas accorder assez de considération à la culture, ce qui peut paraître d'ailleurs paradoxal. Les langues qui sont mises en jeu ici sont le français et le wolof le plus souvent, mais aussi d'autres langues sont pratiquées. Donc, par le truchement des questions relatives à l'intégration linguistique, nous avons pu relever un certain nombre de paramètres qui font état de l'interculturalité selon les locuteurs. Les langues sont jugées en fonction de la représentativité des éléments culturels. Ok. Donc, il me restait quelques diapos, mais bon, c'est pas grave, vu qu'il est l'heure. Ok. Donc, en conclusion, on peut dire que la question plurilingue avec la variabilité d'espace nécessite d'accorder une importance au répertoire langagier des locuteurs en contexte migratoire, à leur bibliographie langagière du moins, ainsi qu'à leur capacité d'adaptation selon les situations de communication. Au vu de ce qui est développé, la position du locuteur prime sur toutes les autres considérations. Les positions nuancées des locuteurs et l'importance des variables. Il y a aussi les différents types de mobilité qui ont un impact ou bien des impacts sur le processus de transmission des langues et des cultures. Le plurilinguisme est donc un phénomène incontournable dans l'étude de l'interculturalité à travers les langues. Je vous remercie. Merci beaucoup Abdoufal pour ces éclairages donc, sur les variations linguistiques et la question de la frontière, variation langagière et question de la frontière linguistique. Bien, donc nous allons terminer ce panel donc, avec l'intervention de Kofi Agbefla, qui est coordinateur, comme je vous le disais, de l'Académie africaine de recherche et d'études francophones, et qui va nous présenter une communication intitulée « Les langues africaines en France ». Juste une seconde pour que je trouve mon texte. PowerPoint. Ouais, je pense, ouais. Bonjour à tous, c'est un plaisir donc d'être ici à l'Université de Cadix pour ces 6e assises européennes du plurilinguisme. Et je suis devenu un peu un habitué de ce rendez-vous avec Christian Tremblay à qui je dis merci. Merci à l'EEP, merci à l'OPA et à Paris 8. Je suis Kofi Gagnon Agbefle, je suis togolais d'origine et coordonnateur d'un vaste réseau de chercheurs appelé l'ACAREF, Académie africaine de recherche et d'études francophones, qui compte aujourd'hui près de 150 membres, voilà, répartis un peu dans toutes les régions de l'Afrique. Alors, ma communication est un peu à l'opposé de tout ce qu'on a déjà entendu ce matin. Et je l'ai tiré d'un projet de recherche qui est en projet, donc avec l'Université Paris 8 et l'EEP. Donc je l'ai intitulé « La place des langues africaines dans les politiques linguistiques familiales chez la diaspora en France, cas des Ivoiriens et des Togolais ». Et le contexte général de cette étude est tiré donc de ce projet dont je parlais, consacré à la situation sociolinguistique des personnes d'origine africaine, noires ou issues des parents africains, immigrés et vivant en France. Après plusieurs rencontres et productions scientifiques, vous avez pu entendre nos collègues ce matin, plusieurs rencontres et productions scientifiques sur les relations entre les langues africaines et le français en Afrique, en termes de statut des langues en présence, en termes de politique linguistique, en termes de politique linguistique éducative. Je dirais qu'en l'espace de 4 ans, entre 2018 et 2022, 30 bouquins ont été publiés par la CAREF et ses membres sur les rapports langues africaines, langues françaises. Et personnellement, j'ai écrit 40 articles sur ce sujet, 50 articles sur ce sujet. Et donc, je pense qu'il serait intéressant, à mon avis, d'inverser le champ de l'étude, désormais. Et nous avons jugé intéressant d'inverser ce champ en allant voir du côté de l'Europe
en France notamment, comment ce sujet, autour du rapport langues africaines, langues françaises, est abordé en termes de statut des langues en présence politique, linguistique, éducative. Pour quel objectif? Pour porter un regard analytique sur les pratiques et les représentations linguistiques des parents et enfants dans la cellule familiale et en dehors de celle-ci, en s'attachant particulièrement aux politiques linguistiques familiales. Pour mettre en exergue la place réservée aux langues de ces familles issues de l'immigration dans les politiques linguistiques de leur pays d'accueil, la France notamment, puisqu'il s'agit bien d'elle, et pour relever et analyser la variété du français qu'engendre cette rencontre entre les langues africaines et la langue française en France. Brainstorming, j'en ai l'habitude. Bon, quelques petites questions pour remuer un peu les méninges. Combien de langues parle-t-on en Afrique, selon vous? Au Togo et en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, on peut en ajouter encore d'autres pays. Quelles sont les langues européennes enseignées et apprises en Afrique? Quel est leur statut vis-à-vis des langues africaines? Quel rapport entretiennent-elles avec les langues africaines? Où les apprend-on et comment? Le plurilinguisme européen, dites-vous, où en est-on avec les langues africaines en Europe? Voilà donc quelques questions, je vous laisse réfléchir et répondre. On pourrait en reparler dans les couloirs, n'est-ce pas? Donc, je vous présente la Côte d'Ivoire, les deux pays cibles, le Togo et la Côte d'Ivoire, notamment donc la Côte d'Ivoire, République de Côte d'Ivoire, Afrique subsaharienne, avec 25 millions, près de 26 millions d'habitants depuis 2019. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé le long du golfe de Guinée, en bordure de la mer, et bordé au nord par le Mali, le Burkina Faso, à l'ouest par le Libéria, la Guinée, et à l'est par le Ghana, où j'ai travaillé pendant 7 ans, et au sud par l'océan Atlantique. Nature de l'État, pays démocratique, démocratie en construction, comme on dit, chef de l'État, président Ouattara, etc., indépendant depuis le 7 décembre 1960. Capitale de la Côte d'Ivoire, que vous pouvez revoir un peu en image, pour ceux qui ne connaissent pas, Abidjan. Et puis, les langues en Côte d'Ivoire, 70 langues, dont le dioula, fortement véhiculaire, plus le nouchi et le français populaire ivoirien. Vous avez la cartographie de la Côte d'Ivoire. Présentation du Togo, rapidement, parce que j'ai parlé aussi des familles immigrées venant du Togo. République togolaise, Togo, à la base colonie allemande, reprise par la France après la guerre. Afrique subsaharienne avec 7 millions, un peu plus de 7 millions d'habitants depuis 2018. De nouveaux recensements sont en cours avant mon départ. Et voici un peu l'image, la cartographie du Togo. Je passe tout ceci. La capitale du Togo, Lomé en image, pour ceux qui ne connaissent pas. Langue du Togo, langue au Togo, 40 langues, dont 2 langues nationales, l'évé et le kabyé. Contextualisation précise du débat. Donc, entre 2010 et 2019, le nombre des migrants ivoiriens en France est passé de 25 000 à 45 000, selon les rapports des travaux de recensement de Côte d'Ivoire en 2019. Le nombre de migrants togolais en France est passé de 8 000 à 14 000, selon les mêmes rapports. Alors que le français est adopté comme leur langue officielle dans les pays d'origine de ces peuples, il se trouve que l'utilisation des langues maternelles de ces migrants est une problématique à laquelle il faut faire face en termes de politique linguistique familiale. D'où la nécessité, donc, de prêter beaucoup d'attention aux langues qui meublent le cadre familial de ces Africains installés en France afin de recueillir leur avis sur la gestion qu'ils font des langues africaines une fois installés en France. Brainstorming 2. Lisons ce texte. Si on vous parlait de cette manière en France ou en Europe, que diriez-vous? Je travaille dans une entreprise de fabrication de pagnes locaux. Nous travaillons tous les jours ouvrables entre 8h et 12h et de 13h30 à 17h. Le patron de l'entreprise, c'est mon vieux père. Et tellement il est gentil. À la pause de midi, il nous amène souvent à l'Alocodrome. C'est un coin sympa. Nous mangeons de très bons alocos avant de reprendre le travail. Monsieur Philippe, le patron de l'entreprise, est vraiment un homme bien. Sa fille travaille aussi avec nous. Elle, c'est ma petite. Tu vois, je veux dire que je suis sa vieille mère. Pour les repas de midi, c'est M. Philippe qui nous gère. On s'entend bien au travail, on n'aime pas palabre. Ma petite sœur fréquente encore, elle est très jeune. Question. En quelle langue ce texte est-il écrit? Avez-vous compris le texte dans son ensemble?
quel est le sens des expressions soulignées dans le texte, donc soulignées et mises en gras. Où, région, pays, continent, parle-t-on cette variante de la langue? Et si l'on vous parlait de cette manière en France? 3 types d'enquêtes envisagées par questionnaire, par entretien, par observation. Aujourd'hui, je m'appesantis essentiellement sur quelques premières observations que j'ai pu faire dans certaines familles enquêtées en France, notamment dans 2 régions de la France, à Bordeaux et à Lyon. 20 familles. Familles constituées de personnes ayant grandi et appris les langues maternelles du pays d'origine et le français en Afrique avant de venir en France. Ne sont pas concernées les familles constituées en France et les personnes de racines africaines nées en Europe. Des enquêtes réalisées dans donc 2 villes, comme je l'ai dit, que nous allons présenter dans 2 tableaux différents tout à l'heure, d'une part à Lyon et à Bordeaux, et nous allons aussi voir les cas, des enquêtes sur les pratiques, toujours dans les 2 villes. Perception du français langue locale. Alors, quand vous posez la question aux premières personnes que nous avons enquêtées sur, par exemple les Togolais, sur le français, quelle est leur perception de cette langue, donc du point de vue prestige et valorisation, promotion sociale, 85% des Togolais vivant en France considèrent donc justement que le français est une langue de prestige, de valorisation et de promotion sociale. Et donc absolument, il faut que leurs enfants apprennent cette langue. Mais 90%, paradoxalement, de ces mêmes personnes restent rattachées aux langues et cultures africaines. C'est-à-dire, pour eux, bien sûr, le français est une langue de promotion sociale, mais il n'est pas question que les langues et cultures africaines soient abandonnées. Pour un Français intégré aux réalités africaines, ils sont 75% à être d'accord en disant « oui, il faut bien qu'on parle un français d'Afrique en France ». Et les pratiques langagières, de la même manière, 25% de ces personnes enquêtées, je reste toujours sur le cas du Togo, sont pour une forme normative du français. Et le français local, c'est-à-dire le français d'origine africaine, ils sont 30% à s'exprimer de cette manière, et les langues africaines, 45%. Alors, les situations surtout observables dans les familles togolaises uniquement, 3 situations fréquentes observables. Situation A, entre parents, la mère en premier. Donc la mère, c'est la personne X qui engage une conversation en français. Le père, c'est la personne Y qui répond en langue nationale, donc en langue de son pays d'origine. Et puis la mère continue en français. Et le père, lui, continue en langue africaine, en langue d'origine, de son pays d'origine. Et puis la suite des échanges donne langue nationale, langue nationale, langue nationale. Ici, la discussion en français est généralement tenue par la femme. L'homme tire la femme vers l'usage de la langue africaine. Situation B, entre parents. Personne X, la femme, qui commence par s'exprimer en français, l'homme répond en langue nationale, la femme continue en français, l'homme, le mari, donc répond en langue nationale, je ne l'ai pas mentionné, et on assiste à une suite d'échanges français, langue nationale, français, langue nationale. Discussion en français généralement tenue par la femme, chacun maintient son choix linguistique, donnant lieu à une alternance français, langue nationale, français, langue nationale. Situation C, entre parents et enfants, ou entre parents en présence des enfants. Personne X, donc la femme, engage une discussion en français, la personne Y, le mari, répond en français. Ça peut être un des enfants qui engage la discussion en français, donc le mari, personne Y, répond en français, et la personne X continue en français, le mari continue en français, suite des échanges français-français au sein de la famille. Discussion en français, généralement conduite soit par la femme ou les enfants, chacun adopte le choix de l'usage du français, donnant lieu à des échanges exclusifs en français au sein de la famille. Pour ne pas conclure, nous n'allons pas conclure, je vous remercie, on peut en reparler, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Kofi, pour avoir parlé moins que 15 minutes, ce qui nous laisse d'autant plus de temps, bien que ce fut passionnant, mais nous laisse encore plus de temps pour les échanges. Donc nous ouvrons peut-être 10 minutes ou 15 minutes de questions. 10 minutes, nous dit Christian.
crois qu'il y avait une question, non? Suite à la première intervention. Ah. Le micro. Bonjour, rebonjour tout le monde. Bon, moi j'ai une question pour Kofi. Je n'ai pas vu la présentation de Diao et je n'ai pas compris du tout quand Abdou parlait. Donc pour ce qui est de Kofi, moi ma question c'est, en fait, tu as parlé de politique linguistique familiale, mais en fait c'est plutôt une inquiétude. Tu ne sembles pas tenir compte de l'environnement social. Parce que pour moi, la politique linguistique familiale ne se construit pas seulement à l'intérieur de la famille. Surtout quand on parle d'Afrique. On sait très bien qu'en Afrique, la langue du voisin est aussi la langue de la famille. La langue des amis est aussi la langue de la famille. La langue du terrain de loisirs est aussi la langue de la famille. Donc, je me demande bien comment ça peut se faire, une étude sur les politiques linguistiques familiales pour des familles africaines sans cela, d'autant plus que là, tu dis que les enfants des primo-émigrés ne font pas partie de la population d'enquête. Et je me dis que donc, si ces enfants-là, en fait, la progéniture de ces émigrés-là ne fait pas partie de la population d'enquête, mais je me dis donc on va naturellement aboutir à la même conclusion. Les discussions, ce sera du mixing et du switching. Je connais la conclusion sans même faire l'enquête. Une question maintenant. La question c'est, quand il y a discussion entre un Baoulé, un Djoula ou un Bété, quelle est la langue? Bon, d'accord, je pense, je vous saisis parce que, voilà, et j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi exactement ce que j'ai dit. Justement parce que j'ai dit que seront exclus de cette enquête les familles constituées en Europe ou en France, donc des personnes venant peut-être du Sénégal ou du Togo qui se rencontrent en France, qui ont évidemment des langues différentes. Donc des familles constituées déjà dans leur pays d'origine et qui ont au moins en partage, donc le monsieur, le mari et la femme, ils ont en partage une langue de leur pays d'origine. Je pense que si je m'exprime ici, il n'y a pas de débat. Donc c'est vous qui n'avez pas suivi, à mon avis. Non, ce n'était pas ça ma question. Ça c'était à côté. Mais la question, je dis, en fait... Et puis l'environnement social... Si est mené sans tenir compte des descendants d'émigrés venant d'Europe, on sait a priori que le résultat, c'est le mixing et le switching. Est-ce qu'on peut trouver autre chose que le mixing et le switching? Oui, là-dessus, justement, je pense que quand je parle de politique linguistique familiale, des pays, enfin, des familles africaines, donc des ménages africains installés en France, je suis effectivement dans un vase clos. Et c'est justement pour voir, quand ils se déplacent et qu'ils s'installent en France, en Europe, ça peut être le cas en Espagne ou en Allemagne, on peut toujours élargir le champ, comment est-ce qu'ils prennent soin ou quelles stratégies ils mettent en place pour que leur langue de pays d'origine soit transmise à leurs enfants, en tout cas dans la cellule familiale. Et après, dans tous les cas, dans la suite du projet, on verra ce qu'il en est des politiques linguistiques de la France elle-même,
vis-à-vis de ces langues des langues des immigrés qui s'installent en France ou ailleurs en Europe. Sauf si je ne comprends pas votre question, on peut en reparler. Merci. Alors, j'ai une question pour Agbefele et un commentaire sur l'intervention de Ousmane Diaw. Alors, pour Agbefele, je dis juste tout simplement qu'en dehors de l'idéologie, il est difficile de faire une promotion en fait d'une langue quand elle n'est pas utile en fait. Donc, si on peut prendre l'exemple du Sénégal, au début, avant, quand on faisait des enquêtes au niveau des parents pour l'enseignement des langues nationales, mais les parents n'étaient pas d'accord tout simplement pour enseigner la langue nationale ou bien les langues nationales. La langue nationale qui est concernée, la langue du milieu, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, ils trouvaient que la langue n'est pas utile. Donc, à quoi bon d'apprendre, n'est-ce pas, une langue quand elle ne permet pas de travailler, etc. L'utilité, en fait, n'est-ce pas? Actuellement, ça a changé. Là, il y a une tendance actuelle avec l'avènement des radios communautaires, avec un contexte qui a changé. Maintenant, parce qu'avant, on parlait en français, on traduisait en Wolof. Maintenant, on parle en Wolof et on traduit en français. Si on suit un peu les conférences, par exemple, de presse des politiques, mais on parle en Wolof d'abord et on traduit en français, n'est-ce pas? Donc, la situation a complètement changé. Maintenant, quand on prend votre contexte d'études, est-ce que vous avez intégré en fait est-ce que vous avez une question d'utilité en fait? À quoi bon une question d'utilité? Donc aux parents, est-ce que vous avez une question, n'est-ce pas, dans vos enquêtes, une question d'utilité en dehors de l'idéologie, une question d'utilité, à quoi bon, à quoi sert de transmettre la langue par exemple dans votre contexte européen? Est-ce que vous avez une question d'utilité en ce qui concerne ces langues africaines qui sont pratiquées en Europe? Alors, un commentaire pour Ousmane Diaw. En fait, ce matin, on a parlé de la situation du Québec, de la politique linguistique familiale, en fait, qui fait une pression pour, n'est-ce pas, la politique étatique. Ça me permet de faire le lien avec la première conférence de ce matin. Ça nous invite à la complexité, en fait. Votre intervention nous invite à la complexité parce que, bon, il peut y avoir une inadéquation, en fait, entre la politique linguistique familiale et la politique linguistique étatique. Mais au cas où il y a, je pose l'hypothèse, en fait, au cas où il y a une adéquation entre la politique linguistique familiale et la politique linguistique étatique, parce que la tendance actuelle, en tout cas sur le plan mondial, c'est on part de l'unilinguisme étatique vers le plurilinguisme étatique. L'unilinguisme naturel n'existe pas, mais on part lié à l'histoire des pays européens surtout, on part de l'unilinguisme étatique vers le plurilinguisme étatique. Maintenant, le problème, c'est que si la tendance est renversée, parce que la conférence de ce matin nous a parlé de la troisième phase, surtout la phase d'expulsion, si la langue qui était interdite, en fait, si la langue qui était interdite prend le dessus, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai une préoccupation ici, est-ce qu'il faut se comporter comme, dans ce cas-là, on revient en arrière, si on se comporte comme ceux qui ont interdit la langue, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on introduit encore un unilinguisme, n'est-ce pas? Si on expulse la langue de départ qui avait interdit, n'est-ce pas, cette langue première, si la tendance est renversée, n'est-ce pas, et qu'on impose cette langue et qu'on expulse la langue première, on revient en arrière, on revient au départ en fait. Et donc cette perturbation-là va encore appeler une régularisation et donc ça prend des siècles. On va peut-être laisser je pense que c'est une préoccupation, n'est-ce pas, tout simplement. Voilà, merci. Alors, si vous répondez de façon concise, on pourra avoir une dernière question. Moi, je ne veux pas vous mettre la pression. Sinon, on en restera là, puisqu'ensuite, sinon, on n'aura pas le temps de déjeuner. Je voulais juste expliquer à Babacar Faye, qui vient de faire un commentaire sur ce que j'ai dit, effectivement, par rapport... oui. S'il y a d'autres questions, on les regroupe. Moi, pas de souci, allez-y. D'accord.
très rapidement, je voudrais féliciter Kofi pour son enquête, même si je n'ai pas les résultats. Il a choisi 20 familles, c'est très important. Et même si ce n'est pas clairement dit, j'ai l'impression que ce qui t'intéresse, ce sont les pratiques, les attitudes et les représentations linguistiques d'un peuple à l'autre, parce que tu as pris 2 origines africaines différentes. Donc, ce que j'aurais voulu savoir, c'est à quel point l'origine impacte sur la réaction des locuteurs lorsqu'ils sont en situation d'insécurité linguistique. Quel est l'impact? Et puis, entre les Togolais et les Ivoiriens, lesquels sont plus emprunts à, disons, sécuriser leur origine, lesquels sont attachés à leur origine. Vraiment, c'est une enquête qui est intéressante et j'aurais aimé avoir les prémices, disons, les semblants de résultats. C'est très intéressant. Félicitations. À moi la parole pour dire merci au collègue Faye pour son intervention. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut faire la promotion d'une langue que quand elle est utile, en tout cas. Mais ici, il y a 2 utilités qu'il faut relever. L'utilité socio-professionnelle. Quand les parents disent il faut que nos enfants apprennent le français parce qu'après, il faut monter dans la profession. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi l'utilité socio-culturelle. C'est pour ça que quand j'ai donné l'exemple des Togolais, vous avez vu, les mêmes parents qui disent 85%, ils disent oui, il faut qu'ils apprennent, mais ils disent mais il n'en est pas question qu'on laisse tomber nos langues et nos cultures. Donc il y a l'utilité socio-culturelle d'une part et puis l'utilité socio-professionnelle. Bon, on peut le désigner d'une autre manière et c'est ce que moi je pense là-dessus. Je vous remercie. Alors, impact de l'origine, vraiment je ne peux pas vraiment donner des résultats à cette étape de l'enquête. C'est vraiment un début. Hein. C'est justement pour recueillir un peu vos avis comme ça, pour pouvoir mieux peaufiner le sujet et continuer. Mais le problème, pourquoi j'ai pris le Togo et la Côte d'Ivoire, ça je peux l'expliquer rapidement, c'est que les Togolais sont très rattachés à leur langue nationale, l'ébé notamment. Les Ivoiriens sont très rattachés à la langue française, mais attention, pas au français de France, à la langue française de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont le français populaire ivoirien auquel ils sont très attachés. Et donc, j'ai pris ces 2 exemples. Vous voyez, un peuple qui arrive en France avec, en tout cas, une forme de la langue française, la Côte d'Ivoire, donc les Ivoiriens, et un autre qui arrive en France avec un attachement fort aux langues de chez eux, donc l'ébé du Togo. Bon, à la suite de la recherche, on saura comment peaufiner, arranger, pousser les choses pour aboutir à un résultat plus convaincant. Non, pas du tout. Non, c'est plusieurs familles. Merci. Voilà, donc je disais que je voulais revenir sur le commentaire du professeur Babacar Faye. Effectivement, il faut qu'on renverse cette tradition-là, qu'elle soit rompue. Cette tradition qui fait que quand on analyse une situation sociolinguistique, on va généralement vers le formel et on abandonne l'informel. Donc c'est pourquoi j'ai préféré effectivement voir du point de vue de la politique familiale et du point de vue aussi des pratiques linguistiques. Et surtout, il faut ajouter le fait que aussi le contexte a changé. Ce matin, on a parlé beaucoup, je pense que c'est Pierre qui a parlé d'échec de beaucoup de projets en Afrique, justement parce qu'aujourd'hui, on parle de développement durable, de développement local. Et vous connaissez mon texte là que j'ai écrit déjà autour des radios communautaires, parce que si on pense à Calvé, qui en parlant de l'environnement linguistique africain, disait que le marché linguistique, il y avait 2 places, où le français avait la place centrale, et les langues africaines tournaient autour, étaient dans la périphérie. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Alors, pour le cas du Sénégal, quand on considère l'acte 3 de la décentralisation, donc on voit que tout est décentralisé, ou bien beaucoup de secteurs, et que la langue véhiculaire n'est pas le français, mais ce sont les langues locales. Vous voyez ?
Donc voilà pourquoi je me suis intéressé à cette problématique en disant il faut au niveau de la famille, parce que c'est une suite, hein, au niveau de la famille d'abord, ensuite au niveau du milieu de manière plus étendue, c'est-à-dire la commune. Bon, au Sénégal, je parlerai des collectivités territoriales, d'accord, pour aller vers un aménagement linguistique. Et l'autre fait, c'est que aussi, quand on parle de fonction des langues, pour moi, il n'y a pas d'exclusion, mais c'est juste des niveaux d'intervention. Parce qu'il y a une base, il y a une étape où les langues locales joueraient un plein rôle à la place des langues étrangères. Mais que quand on sort par exemple de la commune, on va vers le niveau national vers l'international, vous verrez donc un peu les rôles évoluer. Et donc c'est complémentaire. Voilà pourquoi je disais que nous ne pouvons pas dissocier toujours, comme on l'a toujours fait dans les recherches, d'une part les langues locales, d'autre part les langues étrangères. Non, il faut voir leur rapport dans tel ou tel contexte et comment elles pourraient être complémentaires. Merci.